Les rayons X ont été découverts par Wilhelm Röntgen en 1895 de façon fortuite en étudiant l'impact de ce qui va être déterminé comme étant des électrons sur des objets métalliques. Les électrons sont émis par la petite spire notée K sur le schéma, viennent bombarder leur plaque métallique grand A et apparaissent des rayons qu'il a baptisé X puisqu'il était à l'époque inconnu. Aujourd'hui, nous savons qu'il s'agit de rayonnements électromagnétiques de courte longueur d'onde. La longueur d'onde va de 10 nanomètres à 1 millième de nanomètre, c'est-à-dire des fréquences relativement élevées, de 3 10 exposant 16 Hz à 3 10 exposant 20 Hz. Ces courtes longueurs d'onde font que les rayons X traversent assez aisément la matière. Si une intensité I0 arrive sur un matériau de largeur X, l'intensité qui en ressort est égale à I0 multiplié par l'exponentielle de moins mu X. Mu est évidemment mesuré en mètres moins 1 et la valeur dépend de la qualité, donc de la composition de ce matériau. Dans ce tableau, on donne quelques valeurs du coefficient mu pour l'air, pour le sang, pour le muscle, pour les os, et la valeur de I sur I0 après avoir traversé 1 cm de ce matériau. Vous voyez que même pour les os, l'atténuation est de 0,6, pour les muscles de 0,8, et donc en conséquence, on a pu réaliser pour la première fois des radiographies, c'est-à-dire la possibilité de voir l'intérieur du corps. Les os absorbant plus que les muscles, les os paraissent en sombre sur la photographie. Ces courtes longueurs d'onde et donc ces hautes fréquences font aussi que l'énergie de ces rayons X est relativement élevée. On a montré à la naissance de la mécanique quantique que l'énergie associée à ce rayonnement n'est pas l'énergie classique que l'on trouve dans l'expression d'une onde, mais simplement l'énergie de ce rayonnement est égale à une constante h qui s'appelle la constante de Planck multipliée par la fréquence, et la quantité de mouvement associée à ce rayonnement X est la constante de Planck h divisée par la longueur d'onde. La constante H vaut 626 10 exposant moins 34 joules seconde. Si on évalue l'énergie pour ce rayonnement X donné par la fréquence de 3 10 exposant 5 jusqu'à 3 10 exposant 20 Hz, on trouve une énergie de 2 10 exposant moins 17 joules jusqu'à 2 10 exposant moins 13 joules. Cette énergie peut paraître faible dans l'absolu, mais lorsqu'on multiplie par le nombre d'Avogadro, si on a une mole de ce rayonnement, on trouve une énergie qui va de 12 millions de joules à 120 milliards de joules. Lorsque je compare cette énergie à l'énergie, par exemple, des liaisons carbone-carbone ou hydrogène-hydrogène ou oxygène-oxygène dans les molécules, vous voyez que dans le tableau, la liaison carbone-carbone est de 347 kJ par mole. Et donc l'énergie du rayonnement X est amplement suffisante pour briser toutes les liaisons carbone-carbone, oxygène-hydrogène, hydrogène-hydrogène. On donne aussi à ces rayonnements X la terminologie de rayonnement ionisant, parce qu'effectivement, lorsque je regarde le tableau de l'énergie nécessaire pour éjecter les électrons, par exemple du sodium, le premier électron, puis le deuxième, ou bien le premier électron du magnésium, puis le second, puis le troisième, je vois que je tourne autour de valeurs de l'ordre de 4000 kJ par mole, ou 5000 ou 7000, et vous êtes donc dans les mégajoules. Et donc, le rayonnement X est parfaitement capable d'arracher absolument tous les électrons, ou presque tous les électrons des différents atomes, d'où la terminologie rayonnement ionisant. Le petit film qui suit va reprendre les différentes notions que nous venons de voir sur le rayonnement X. Light is a form of electromagnetic radiation. At some wavelengths, it appears as visible light. At others, it takes the form of radiation we cannot see, such as ultraviolet, infrared, and X-rays.
X-rays have very short wavelengths that, unlike visible light, are able to pass right through most tissues in the human body. Since bones contain calcium, a denser material than most other tissues, they are able to stop some of the X-rays and can thus form a shadow. If you place your hand in front of a flashlight, it will cast a shadow on the wall behind it. In a similar manner, X-rays directed at the body produce shadows on the opposite side that can be registered on film or on a digital sensor, so that bones are clearly visible while soft tissues, such as muscle, are shadowy. As a result, the two-dimensional images formed by the X-rays are quite useful in revealing structures within the body and can easily display fractures in bones. Les propriétés des rayons X permettent aussi d'avoir une image projetée qui dépendra de l'orientation de l'objet par rapport au faisceau de rayons X. Si je présente le carré par exemple devant un faisceau de rayons X, eh bien le rayon X traverse exactement la même épaisseur partout et en conséquence on aura une ombre homogène. Mais si par contre je tourne le carré, que je le mets sur la pointe, eh bien lorsque le rayon X traverse la diagonale, il y a beaucoup plus d'absorption que s'il traverse les zones de sommet de ce carré. En conséquence, l'ombre projetée va dépendre de l'orientation de l'objet par rapport à la source de rayon X. En faisant ainsi tourner un objet et en enregistrant les différentes ombres, on est capable de reconstruire en fait la géométrie de l'objet. C'est le principe du scanner. Le petit film qui suit va illustrer le principe du scanner à rayon X. A CT scan is an X-ray procedure that creates cross-sectional images with the help of computer processing. CT images are more detailed than conventional X-ray images and can reveal bones as well as soft tissue and organs. A conventional X-ray uses a fixed tube that sends X-rays in only one direction, while a CT scanner uses a motorized X-ray source that shoots narrow beams of X-rays as it rotates around the patient. There are special digital X-ray detectors located directly opposite the X-ray source. As the X-ray passes through the patient, they are picked up by the detectors and transmitted to a computer. Image slices can either be displayed individually in two-dimensional form or stacked together to generate a three-dimensional image that can reveal abnormal structures or help the physician plan and monitor treatments. La radioactivité est un phénomène physique de transformation des noyaux des atomes. Elle a été découverte en 1896 par Henri Becquerel. Évidemment, en 1896, on ne savait pas encore qu'il s'agissait d'une modification du noyau des atomes. Replaçons un peu le contexte historique de ce que nous savons sur les atomes. C'est en 1897 que Thomson découvre que ce qu'on appelait rayonnement bêta est en fait constitué de particules chargées négativement qu'il baptise électrons. En 1911, Ernest Rutherford découvre qu'il y a une structure bien plus petite à l'intérieur de l'atome qui est chargée positivement et qu'il baptise le noyau. En 1913, Frédéric Soddy suggère ce qu'on appelle la notion d'isotope, à savoir que plusieurs éléments chimiques au sein du tableau de Mendeleïev ont effectivement les mêmes propriétés chimiques, mais avec des masses atomiques différentes. En 1917, Ernest Rutherford bombarde des atomes d'azote avec un rayonnement alpha. Et il apparaît une particule chargée positivement, beaucoup plus lourde que l'électron, qu'il baptise le proton.
Enfin, en 1932, en utilisant la même technique de bombardement, James Chadwick bombarde du beryllium avec du rayonnement alpha, que l'on sait être en fait un noyau d'hélium. Une particule en est éjectée. Cette particule n'est pas chargée électriquement, ni négativement, ni positivement. Il baptise cette particule le neutron. Nous savons donc que tous les éléments du tableau de Mendeleïev, tous les atomes existants dans l'univers sont constitués de la même façon, d'un noyau contenant des protons et des neutrons et d'électrons qui sont en orbite autour de ce noyau. Chaque élément du tableau de Mendeleïev aura donc un nom et un symbole, ici grand X, et sera affublé de deux nombres. D'une part, le nombre Z qui est le numéro atomique de cet élément et qui donne le nombre d'électrons et donc le nombre de protons puisque l'atome est neutre. Ensuite, un autre nombre grand A qui s'appelle la masse atomique qui donne grosso modo le total du nombre de protons et de neutrons. Par exemple, pour le carbone, eh bien, on écrira carbone 12,6, la masse atomique est de 12, le nombre de protons est égal à 6, donc le nombre d'électrons aussi. Et donc le nombre de neutrons sera de 12 moins 6, c'est-à-dire de 6 neutrons. À côté de ce carbone 12, vous avez deux isotopes, par exemple, le carbone 13 et le carbone 14. Ils ont le même numéro atomique 6, donc les mêmes propriétés chimiques, mais leur masse atomique sera différente. Dans le carbone 13, il y a un neutron de plus. Dans le carbone 14, il y a deux neutrons de plus à l'intérieur du noyau. Lorsque l'on calcule la masse totale du noyau, on devrait avoir Z fois la masse d'un proton, puisqu'il y a Z protons, plus A moins Z fois la masse d'un neutron. On constate en fait qu'il y a ce qu'on appelle un défaut de masse, à savoir la masse du noyau est plus petite que la somme de ses constituants, et que donc il y a un défaut de masse qui est égal à Z fois la masse du proton plus A moins Z fois la masse du neutron moins la masse du noyau. C'est en 1905 qu'Albert Einstein a montré en fait qu'il y avait une équivalence entre la masse d'inertie et ce qu'on appelle l'énergie. L'énergie E est égale à la masse d'inertie multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Les physiciens ont aussi mesuré l'équivalent de ce que les chimistes appelaient l'unité de masse atomique. Une unité de masse atomique correspond à 1,66, 0,5, 39, etc., 10 exposant moins 27 kg. Faisons le calcul de défaut de masse pour l'hélium. Nous savons que l'hélium fait 4,002602 unités de masse atomique, que le proton a 1,00727, etc., unités de masse atomique, ce qui correspond à 1,6726, etc., 10 exposant moins 27 kg. De même, le neutron est un peu plus lourd que le proton, il fait 1,00866, etc., unités de masse atomique, c'est-à-dire 1,6749, 10 exposant moins 27 kg. Le noyau de l'hélium doit contenir deux protons et deux neutrons, soit doit avoir une masse atomique de 4,03 unités de masse atomique. Il y a donc un défaut de masse, delta M, qui vaut 0,03 unités de masse atomique, ce qui correspond à 4,98, 10 exposant moins 29 kg. Si on utilise l'équation d'Einstein, cela correspond à 4,48, 10 exposant moins 12 joules par noyau, c'est-à-dire par atome. Si on regarde par mole, on obtient une énergie gigantesque de 26,88, 10 exposant 11 joules par mole. Ce défaut de masse et la relation d'Einstein permet enfin de comprendre comment les étoiles fonctionnent, comment l'énergie des étoiles est produite. Il s'agit bien de ce qu'on appelle la fusion thermonucléaire qui a lieu par fusion systématique d'atomes d'hydrogène. L'atome d'hydrogène se fusionne pour fabriquer du deutérium en libérant de l'énergie. Le deutérium, qui est l'isotope de l'hydrogène, fusionne de nouveau avec de l'hydrogène en libérant de l'énergie. Et ainsi de suite jusqu'à fabriquer de l'hélium. Le bilan total, c'est que l'étoile qui va fusionner l'hydrogène et libérer une quantité d'énergie phénoménale. Ce processus apparaît dès que le centre de l'étoile atteint une température de l'ordre de 4 millions de Kelvin.
Si on étudie tous les éléments du tableau de Mendeleïev, on constate effectivement qu'on va libérer de l'énergie en fusionnant les atomes légers, l'hydrogène, l'hélium, le lithium, le carbone, etc. Par contre, on va libérer de l'énergie en cassant les noyaux d'atomes lourds, comme l'uranium 238 ou l'uranium 235. On a donc deux procédés nucléaires de libération d'énergie, soit par fusion lorsque les éléments sont légers, soit par fission lorsque les éléments sont lourds. Ce que Becquerel avait découvert était la fission nucléaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle la radioactivité. Il y a plusieurs façons de briser le noyau, et les différentes façons portent des noms: la désintégration alpha, la désintégration P, la désintégration N, la désintégration bêta+, qui sera utilisée en médecine, la désintégration bêta- et la désintégration gamma, elle aussi utilisée en médecine. Les différents types de désintégration peuvent être identifiés en regardant simplement le numéro atomique Z et la masse atomique grand A, comment ces deux nombres évoluent. Dans la désintégration alpha, par exemple, la masse atomique A devient A-4 et le numéro atomique Z devient Z-2. On a donc perdu 2 protons et 2 neutrons. On vient d'émettre un noyau d'hélium. Dans la désintégration P, elle est assez facile à comprendre puisque A devient A-1 et Z devient Z-1, donc on libère simplement un proton. Dans la désintégration N, elle aussi elle est facile à comprendre, A devient A-1 et Z ne change pas. Donc le nombre de protons ne change pas, et si A est diminué de 1, c'est qu'on vient d'éjecter un neutron. Dans la désintégration bêta+, on constate que A ne change pas. Or pourtant Z est diminué de 1. Donc le nombre de protons a diminué alors que le nombre total protons plus neutrons n'a pas changé. Cela signifie donc qu'un proton s'est transformé en neutron en émettant un rayonnement bêta+, c'est-à-dire des anti-électrons. Dans la désintégration bêta-, eh bien c'est l'inverse, c'est-à-dire Z devient Z+1 alors que la masse atomique A ne change pas. Il s'agit donc d'une transformation d'un neutron en proton. Dans la désintégration gamma, ni A ni Z ne changent, donc il n'y a pas de modification du nombre de protons ni du nombre de neutrons, mais il y a quand même émission d'énergie d'un rayonnement gamma encore plus énergétique que le rayonnement X. Voici quelques exemples d'éléments et de processus de désintégration. Le cobalt 6027 se transforme en nickel 6028 en émettant un électron, c'est-à-dire c'est une désintégration bêta-. Regardez l'uranium 238-92 se transforme en thorium 234-90 avec une particule alpha qui est l'atome, le noyau de l'hélium. Le nickel, par exemple, 6028 reste du nickel 6028 et pourtant il émet 2 rayonnements gamma. Le cobalt 5327 a 2 types de désintégration. Il peut aller soit vers du nickel 5226 en émettant un proton, soit vers du nickel 5226 en émettant un rayonnement bêta+. L'iode 13753 se transforme en iode 53136 en émettant un neutron. Pour votre culture générale, sachez que ces rayonnements alpha, bêta, gamma n'ont pas les mêmes propriétés lorsqu'ils traversent la matière. Le rayonnement alpha est rapidement arrêté par une simple feuille de papier, par exemple. Le rayonnement bêta traverse facilement le papier et est arrêté plutôt par une feuille d'aluminium, tandis que le rayonnement gamma traverse à peu près tout. Comme les éléments radioactifs se désintègrent, le nombre d'éléments radioactifs à l'intérieur de la matière diminue au cours du temps. La loi d'évolution est assez simple à déterminer. La dérivée par rapport au temps du nombre d'éléments radioactifs est proportionnelle au nombre d'éléments radioactifs. Et donc on obtient une loi qui est une exponentielle décroissante. Le nombre d'éléments radioactifs à l'instant t est égal au nombre d'éléments radioactifs à l'instant 0 multiplié par l'exponentielle de moins lambda t. Lambda est caractéristique de chaque élément.
Lambda a comme unité de seconde moins 1, mais plutôt que lambda, on utilise ce qu'on appelle le temps de demi-vie, c'est-à-dire le temps nécessaire à ce que la moitié des éléments radioactifs disparaissent. Et donc on obtient très facilement le lien entre lambda et le temps de demi-vie. Lambda fois le temps de demi-vie est égal au logarithme népérien de 2. À côté de la désintégration des éléments radioactifs, eh bien, les êtres vivants éliminent aussi les composés chimiques. Nous absorbons du carbone, mais nous éliminons du carbone. Nous absorbons de l'oxygène, mais nous éliminons de l'oxygène. La loi d'évolution du nombre d'éléments chimiques à l'intérieur du corps vivant suit exactement la même loi que l'évolution des éléments radioactifs, mais évidemment avec un autre lambda, avec un autre temps de demi-vie. On peut démontrer qu'il y a donc un temps de demi-vie effectif des éléments à l'intérieur d'un corps vivant. C'est un lambda effectif qui est en fait la somme du lambda de radioactivité plus le lambda biologique. Par exemple, le carbone 14, 6, a un temps de demi-vie radioactif de 5730 années, plus ou moins 40 ans, et un temps de demi-vie biologique de 35 jours. C'est-à-dire qu'il est éliminé, la moitié des éléments carbone 14 sont éliminés par processus biologique tous les 35 jours, alors que la moitié des éléments de carbone 14 sont éliminés de façon radioactive tous les 5730 années. Donc pour le carbone 14, pour un être vivant, c'est le temps de demi-vie biologique qui est le plus important, puisque c'est lui qui est le plus court, et donc son lambda sera le plus grand. Dès que l'objet ne vit plus, dès qu'il n'y a plus de processus biologique, c'est le temps de demi-vie radioactif qui intervient. On utilise le carbone 14 pour faire de la datation des éléments que l'on découvre, par exemple, en archéologie. On appelle activité le nombre de désintégrations par seconde d'un atome radioactif. L'unité par seconde change de nom et s'appellera le becquerel lorsqu'on parle de radioactivité. Pour le carbone 14, par exemple, nous avons une activité de 1,66 10 exposant 11 becquerel par gramme. Il y a donc 10 exposant 11 désintégrations par gramme de carbone 14, ce qui correspond à peu près à 1,5 atomes qui se désintègrent sur 10 exposant 12 atomes de carbone. Voici quelques éléments radioactifs avec leur temps de demi-vie radioactif et leur temps de demi-vie biologique. Par exemple, pour l'iode, on constate que l'élimination biologique est de l'ordre de 180 jours pour le temps de demi-vie biologique et le temps de demi-vie radioactif est de 8,1 jours. De façon tout à fait naturelle, notre corps contient des éléments radioactifs. Le plus important est le potassium 40. Nous avons en moyenne 17 mg de potassium 40 avec une activité de l'ordre de 4400 becquerels. Et l'absorption quotidienne de ce potassium 40 est de l'ordre de 0,4 mg. À côté de l'absorption alimentaire de produits radioactifs, eh bien, nous sommes bombardés d'à peu près 100 000 rayons cosmiques venant de l'espace à peu près chaque heure. De même, la radioactivité naturelle de notre Terre nous bombarde de rayons gamma à peu près 200 millions chaque heure. Tous les êtres vivants vivent donc dans un environnement radioactif, soit créé par l'alimentation, soit par la radioactivité venant de l'espace, soit par la radioactivité venant de la Terre. Une des utilisations récentes de la radioactivité est l'utilisation de la radioactivité β+. En effet, la radioactivité β+ va donc émettre un anti-électron qui va directement rencontrer les électrons de la matière. Il va en résulter une annihilation avec émission de deux rayonnements gamma dans deux directions diamétralement opposées. Grâce à des détecteurs de rayonnement gamma, on est capable de déterminer l'endroit où a eu lieu l'annihilation. Dans l'application médicale, ce qu'on fait, c'est qu'on insère
un noyau radioactif bêta+, typiquement du fluor, sur un élément chimique, par exemple un glucose, et on injecte au patient. Ce qui fait que le sucre, ce glucose, va aller se fixer sur les cellules qui consomment le plus de sucre. Et on peut donc repérer, en repérant les rayons gamma, quelles sont les cellules les plus actives dans la consommation de ce sucre. Cela permet de déterminer par exemple la suractivité des cellules cancéreuses par rapport aux cellules normales et de déterminer ainsi la localisation des potentielles activités cancéreuses à l'intérieur du corps. Cette technique d'imagerie s'appelle le PET scan pour Positron Emission Tomography, qui permet ainsi, comme je l'ai dit, de repérer les activités suspectes de cellules à l'intérieur du corps. Le petit film qui suit illustre le fonctionnement d'un PET scan. A PET scan creates 3D images of the body. It does this by using radioactive tracers, which are usually administered to a patient through intravenous injection. The tracers are made up of carrier molecules that are tightly bonded to a radioactive atom called an isotope. The carrier molecule can interact with or bind to specific proteins or sugars in the body. The carrier molecule that will be used depends on what the doctor is looking for. If she suspects cancer or is monitoring a known cancer's growth, she may use FDG, a modified form of glucose, which gets absorbed by tissues. When tissues absorb a lot of glucose, it may indicate a cancerous tumor. The radiation from the tracers poses little danger to the patient since they quickly pass out of the body. The isotope produces small particles called positrons, which interact with surrounding electrons. This interaction results in the complete annihilation of both particles, releasing two photons that speed off in opposite directions. The detectors in the PET scanner measure these photons and use this information to create an image of the distribution of FDG in the body. Une autre application récente de la radioactivité consiste à utiliser le rayonnement gamma. Le rayonnement gamma est beaucoup plus énergétique que le rayonnement X. Et donc aujourd'hui, nous utilisons par exemple des sources de cobalt radioactif qui émettent de façon naturelle du rayonnement gamma et on canalise ce rayonnement gamma de telle façon à aller bombarder des cellules cancéreuses qui sont inaccessibles par la chirurgie. Le gamma knife est donc surtout utilisé pour les tumeurs au cerveau, les tumeurs profondes qui sont, comme je l'ai dit, inaccessibles dans un acte chirurgical classique. Le film qui suit illustre le fonctionnement du gamma knife. My name is J.D. Day, and I'm the professor and chairman of the Department of Neurosurgery at UAMS. The way that the technique works on the tumors is that we're able to deliver an extremely high dose to the tumor while delivering just a very low dose to the surrounding normal brain tissue. So what's happening is we are shooting basically many low energy beams from all the way around the patient's head. So many different angles, 190 low dose beams. And the way that they're aimed through what's called the collimator helmet, the beams converge on the target, which we essentially do computer work to tell the machine how to do that, how to get the patient's head where the tumor is at the center of the collimator helmet. So the beams converge, and while they deliver an extremely high dose to the tumor, the surrounding brain tissue gets just a very low dose, which is safe for it. Safe for the brain, safe for the nerves coming off the brain, like the optic nerves, the hearing nerve, etc. So that's how it works.
Well, certainly one of the biggest benefits to Gamma Knife radiosurgery, as opposed to surgery, is that there's no quote-unquote operation involved. There's no general anesthesia. It's much easier on patients. It's really, what you would classically consider a minimally invasive type of procedure, because there's nothing invasive about it. It avoids an open operation, general anesthesia. It's easy on the patient. The recovery time is very quick. Most patients, I tell them to take the day off after radiosurgery, but in reality, most of them really wouldn't need to. So it's a very quick recovery and return to work, and those are really some significant benefits of the technique. Enfin, à côté de la notion d'activité, c'est-à-dire le nombre de désintégrations par seconde, il existe toute une série d'autres unités qu'on appelle le Gray et le Sievert. En fait, ces unités consistent à déterminer la quantité d'énergie qui est déposée par kilo. Comme cette quantité d'énergie déposée par kilo va dépendre de toute une série de facteurs, on va utiliser une terminologie complexe, on va parler de dose absorbée, de dose équivalente ou de dose efficace. La dose absorbée va dépendre, elle, du nombre de joules déposés par kilo. Mais comme cela dépend du type de rayonnement que l'on utilise, que ce soit du rayonnement gamma, alpha ou bêta, on va définir une dose équivalente qui regroupe tous ces rayonnements en une seule quantité d'énergie. Comme en plus la dose absorbée va dépendre du type du tissu que l'on bombarde, on va définir ce qu'on appelle finalement une dose efficace, toujours en joules par kilo, mais qui va dépendre et du rayonnement, du type de rayonnement, et du type du tissu que l'on bombarde. On va donc utiliser des facteurs multiplicatifs, WR et WT, qui vont multiplier la dose absorbée en joules par kilo par des nombres qui vont dépendre du type du rayonnement pour arriver à la dose équivalente. Par exemple, WR, lorsqu'il s'agit de neutrons, vaut 2,5. De même, on va remultiplier cette dose équivalente par WT qui dépend des types de tissus. Par exemple, pour la peau et la surface des os, WT vaut 0,01.